La CMU, enrôlement aujourd'hui, objectif 2017, 60% de nos compatriotes doivent être enrôlés. Nous sommes aujourd'hui à un peu autour de 47%. Que tout le monde puisse bénéficier d'une couverture médicale universelle. Parce que pour aller prétendre à un travail aussi, il faut être en bonne santé. Et toujours dans le sens de l'équilibre, l'inclusion sociale, l'émergence inclusive, autant on s'occupe des 8 millions de Dakarois qui sont attendus en 2035, parce qu'en 2035, le Sénégal comptera, selon les projections de ECOSOC, les Nations Unies, nous serons 25,6 millions de Sénégalais, dont le tiers dans la petite presqu'île du Cap-Vert. Autant le chef de l'État s'occupe de la mobilité urbaine dans la région de Dakar. Pourquoi le TR? Parce que quand nous serons 8 millions, pour quitter Khourounar et aller au building administratif, il faudra 3 heures. Pourquoi il dit, et 2035, quand on en parle, on pense que c'est du rêve. C'est dans 18 ans. Et il le rappelait ce matin, il y a 18 ans, on était en 1999. C'est hier, c'est avant-hier. C'est pas loin. Il y a 18 ans, c'était en 1999. Donc quand on parle de 2035, c'est le même espace-temps, c'est dans 18 ans. Il le rappelait ce matin. On ne va pas attendre d'être 8 millions dans Dakar pour essayer de nous déplacer. Ce sera pire qu'au Caire ou à Bangkok. C'est pourquoi il a instruit le gouvernement à mettre des systèmes de transport qui vont permettre de faire Gare de Dakar, Pikine en 7 minutes. C'était là un extrait du Premier ministre lors de l'ouverture de la 16e édition du Forum du Premier Emploi. Notre reporter Amadou Ramtiam promet d'y revenir en détail. Le ministre des Affaires étrangères est revenu cet après-midi sur les résultats de la 21e conférence de sommet de l'Union africaine. Entre autres questions soulevées, l'insuccès de la candidature d'Abdoulaye Bathily, le retour du Maroc au sein de l'UIA et le financement de l'organisation continentale. Oumou Baldé. Sans détour, le ministre des Affaires étrangères partage avec la presse les résultats de la 28e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Les questions ont notamment porté sur l'insuccès de la candidature d'Abdoulaye Bathily à la présidence de la commission de l'UIA. Ça n'a strictement rien à voir avec un isolement diplomatique au Sénégal. Et nous regrettons que la solidarité régionale n'ait pas fonctionné. Et on le regrette. Et le Sénégal en tirera toutes les conclusions. Regardez le premier tour, les résultats du premier tour de l'élection. La candidate du Kenya a eu 16 voix au premier tour. Le candidat du Tchad, 14 voix. Et le candidat du Sénégal, 10 voix. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si la CEDEAO avait voté comme c'était retenu, le Sénégal se serait placé deuxième avec 15 voix après le Kenya qui a 16 voix. Toujours de l'avis du ministre des Affaires étrangères, cela n'entache en rien le succès de la diplomatie sénégalaise dans bien des domaines. Nous continuerons en tant que pays à avoir des ambitions africaines. Parce que c'est la première fois que le Sénégal se positionnait pour diriger l'Afrique à travers la Commission. Nous avons des ambitions fortes en tant que petit pays. Nous sommes présents partout à travers le monde comme un pays respecté. Aux Nations Unies, où nous sommes au Conseil de sécurité, où nous faisons un excellent travail apprécié de tous. Un pays isolé diplomatiquement ne peut pas en 48 heures mobiliser la communauté ouest-africaine, mobiliser la communauté africaine, mobiliser la communauté internationale contre Yaya Jammeh. En 48 heures, nous avons pu mobiliser la CEDEAO, mobiliser l'Union africaine, mobiliser les Nations Unies et le Conseil de sécurité et obtenir une résolution votée à l'unanimité par le Conseil. L'autre point soulevé au cours de ce point de presse, c'est le retour du Maroc au sein de l'organisation régionale. Le Sénégal s'en félicite. 39 États membres ont dit oui au retour du Maroc. 39. Donc plus que les États qui reconnaissent la race. 13 ont répondu en posant des questions.
en posant des questions et en sollicitant des avis juridiques. 13. Donc l'écrasante majorité était pour le retour du Maroc. Nous avons défendu naturellement ce retour. Nous étions parmi les États les plus en flèche pour défendre le retour du Maroc au sein de la grande famille africaine. Donc c'est une victoire également importante qu'il convient de saluer. Le financement de l'Union africaine a été aussi largement débattu. Sur ce plan, le ministre des Affaires étrangères précise que l'UA s'engage dans une dynamique d'autonomisation. Les relations entre la Cour pénale internationale et l'Afrique ont également nécessité quelques éclairages lors de ce face-à-face. Mankeur Ndiaye a rappelé que chaque pays s'engage souverainement. Le Sénégal reste sur sa position et respecte celle des autres. Nous revenons sur le 16e forum du premier emploi du mouvement des entreprises du Sénégal avec des jeunes qui ont pu avoir justement du travail grâce à des recommandations du Premier ministre, entre autres, leur demander d'être très engagés dans leurs nouvelles tâches. C'est ce que nous dit Amadou Aramtiam. 2 jeunes parmi la demi-douzaine qui ont trouvé leur premier emploi dans ce forum d'emploi. Du sourire et de l'espoir dans des familles qui voient des années de sacrifice couronnées grâce à l'entregent du Premier ministre. Je suis étudiante en Master 2 et je suis venue au forum du premier emploi pour pouvoir décrocher un emploi ici, qui se déroule ici au King Fahd Palace. Et grâce au Premier ministre qui nous a confié au DRH qui est à BHS de nous trouver un bon emploi là. Le Premier ministre m'a confié au directeur de Banque de l'Habitat du Sénégal et je peux dire que c'est la chance parce qu'on était assez nombreuses, mais j'étais la seule à être choisie. Depuis 16 ans, ce sont des dizaines de milliers de jeunes Sénégalais qui sont passés par ce forum pour obtenir le premier emploi. Le forum considéré comme un acte citoyen par ses initiateurs. Une rencontre B2B entre recruteurs et demandeurs et dont le thème est aussi une orientation vers de nouvelles opportunités. Ces dizaines de milliers de jeunes sont diplômés dans des secteurs qui sont complètement saturés. Alors qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux métiers, justement, dans le numérique, il y a de nouveaux métiers dans le développement durable, dans l'économie verte, etc. D'où cette thématique de cette année, pour justement les sensibiliser, leur dire que vous pouvez vous recycler. Articulant son discours sur la trajectoire et la vision futuriste du président de la République, consigné dans le plan Sénégal émergent, le Premier ministre qui a passé en revue les politiques mises en œuvre pour l'insertion des jeunes ne s'est pas fixé un terrain pour caser des compétences avérées. Je viens de confier un jeune qui a fait du génie civil. 2 jeunes d'ailleurs. On leur a trouvé une insertion. J'ai dit à mon ami Mbaye Faye, le champion des stades, il faut donner une chance à ce jeune. Et c'était une jeune fille d'ailleurs. Il l'a recrutée tout de suite. J'ai vu un autre jeune spécialiste en génie civil. Il y avait le kiosque de Jetran qui fait les immeubles à Diamniadio, à l'entrée. J'ai demandé au monsieur de Jetran de donner une chance à ce jeune. Et ce jeune va commencer également à travailler. Donc, pour l'employabilité des jeunes, le gouvernement a engagé des réformes en profondeur. Je m'en vais vous citer 4 mesures qui ont été prises dans ce cadre pour justement accompagner l'effort de création d'emplois par le secteur privé. Premièrement, l'implantation d'un modèle de formation professionnelle duale dans certains secteurs, notamment l'hôtellerie. La mise en œuvre de formations qualifiantes de courte durée, que j'évoquais tout à l'heure, assortie d'un diplôme de certificat de spécialité. Le 3e point, c'est le déploiement de l'apprentissage traditionnel rénové en lien avec les chambres de métiers, l'artisanat et les maîtres artisans. Enfin, la mise en œuvre d'une approche sectorielle de la formation à travers la construction, l'équipement et la délégation de gestion à des associations de branches professionnelles
Dans un contexte économique caractérisé par un environnement hyper concurrentiel, l'enjeu du rapprochement de l'offre à la demande passe par l'engagement de tous les acteurs ayant à l'esprit l'avenir d'une jeunesse bien formée pour les emplois décents. Un nouveau cadre de vie parsemé d'infrastructures socio-économiques de base. C'est l'ambition du gouvernement pour la banlieue dakaroise. Diène Farba Sarr l'a réaffirmé au cours d'une visite sur les sites retenus par l'État. Ousmane Doye. Le plan Sénégal émergent, c'est d'abord un Sénégal meilleur, mais aussi une banlieue en phase avec la modernité. Là, il faut démolir, il faut remettre tout en place pour créer un avenir radieux et un cadre de vie meilleur. À cela, le ministère chargé du cadre de vie et du renouveau urbain s'attelle. L'objectif du président Macky Sall n'est pas de détruire, mais de reconstruire. Parce que quand on va démolir ces maisons, on va aménager. Et l'aménagement me paraît fondamental. Vous savez que nous avons un département qui a maintenant démontré ses prouesses en matière d'aménagement, le cadre de vie. Et s'il plaît à Dieu, je pense que quand l'opération serait terminée, on va aménager ces endroits pour donner une vue beaucoup plus agréable, prometteuse aux populations qui sont concernées. Les populations témoins de cette grande initiative visant à améliorer leur cadre de vie se félicitent de la dynamique. Le maire de la ville, les délégués du quartier, tous ensemble disent merci au président de la République Macky Sall à travers son ministre du Renouveau urbain, Diène Farba Sarr. Nous magnifions ce geste assez remarquable que le ministère du Renouveau urbain vient de poser aujourd'hui ici dans la banlieue. C'est la commune de Yeumbeul Sud et de Yeumbeul Nord. J'ai l'habitude de dire que c'est les communes jumelles de Yeumbeul Sud et de Yeumbeul Nord. Souvent le mur n'existe pas, c'est une commune et une seule. Donc à la place du maire Bara Gaye, je suis bien placé pour apprécier à sa juste valeur ce que le gouvernement du Sénégal, à travers le ministre du Renouveau urbain, vient de faire ici dans la banlieue. Quand on a un cadre de vie assaini, un cadre de vie agréable de ce point de vue, je pense que s'il y a des bénéficiaires, c'est nous. Donc nous comptons vraiment constituer le relais par rapport à l'État, parce que nous sommes un démembrement de l'État quand même, pour veiller à ce que les sites dégagés soient utilisés à des fins communautaires, à des fins collectives et pas individuelles. Donc de ce point de vue, je pense que nous sommes très conscients de cela, mais aussi cette assiette foncière doit nous permettre de réaliser un certain nombre d'infrastructures parce que Yeumbeul en manque énormément. Vraiment, c'est un soulagement pour nous. Parce que si c'était le repère des bandits et des malfrats. Moi, je suis allé voir le sous-préfet, il dit que ça, c'est la compétence du gouvernement. Ça, je suis conscient de ça, parce que le président, lorsqu'il était candidat, il avait dit que s'il est élu président, il va dégager toutes les eaux qui sont ici. Le ministre du Renouveau urbain, en visite sur les lieux, a salué le dynamisme des populations pour coopérer à une telle initiative. Selon Diène Farba Sarr, le président de la République a une vision qui dépasse largement le cadre d'une banlieue. Nous avons également déplacé l'ensemble de cet axe-là, 99 familles. On a mis un réseau de drainage vers le lac Tourou. Tout ce que nous demandons également, c'est également l'aménagement de l'ensemble de ces espaces libérés. Vous voyez donc, et tous ces quartiers-là ont été pris en compte. Nous sommes ici également à Yeumbeul Nord, qui sera drainé également avec le projet Vivre avec l'eau vers ce quartier pour être connecté ici. Le ministre délégué chargé de la requalification des banlieues, Gorgui Ndong, dira qu'il faut mettre le Sénégal sur les rampes de l'émergence. La nouvelle démarche du président de la République consiste, après l'acte 3 de la décentralisation, qui donne aujourd'hui aux collectivités locales énormément de pouvoir dans la gestion des affaires locales, que le ministère, pour diligenter tout cela, va mettre en place une convention avec les collectivités locales dans le cadre de la requalification de cette banlieue pour donner une autre vocation économique de cette zone et aller dans le sens d'accompagner les populations dans un cadre de vie sain. Au terme de la visite, les populations de la banlieue, notamment de Yeumbeul Nord et Yeumbeul Sud, ont appuyé le ministre pour ces initiatives. Ils souhaitent, dans les prochains jours, voir sur place un visage qui reflète la grandeur de la vision du plan Sénégal émergent.
De la ville au village, Djam Djam a inauguré hier son tout nouveau forage. L'ouvrage est réalisé par la Fondation Eiffage en partenariat avec Hydraulique sans frontières. Les deux structures promettent de construire d'autres infrastructures dans ce village. Il s'agit entre autres d'un château d'eau et de latrines. Dame Silla. Jour symbolique pour les habitants de Djam Djam. Le village inaugure son premier forage depuis sa création en 1937. L'ouvrage est réalisé grâce au partenariat entre la Fondation Eiffage et Hydraulique sans frontières. L'accès à l'eau potable dans les zones rurales isolées est l'un des objectifs de la Fondation Eiffage, une mission qui colle parfaitement aux activités de Hydraulique sans frontières. La réalisation de ce forage permet non seulement aux habitants de Djam Djam d'avoir accès à une eau potable, mais également de développer des activités génératrices de revenus. Djam Djam est un village situé dans le département de Malem Hodar, région de Kaffrine. Au-delà du forage réalisé, la Fondation Eiffage et Hydraulique sans frontières ont promis de dérouler une deuxième phase. Elle sera composée entre autres d'un château d'eau qui va permettre de faire des branchements dans les différentes maisons, mais aussi des latrines. Pour l'effectivité du projet, elle tend la main à l'État pour qu'il les accompagne. Créée en 2008, la fondation d'entreprise Eiffage soutient financièrement des projets solidaires parrainés par un salarié ou un retraité du groupe. Ayant pour mission principale l'insertion sociale et professionnelle, les projets soutenus par la fondation sont à la croisée d'enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. La fondation a soutenu près de 200 projets dans le domaine de la formation, de l'emploi, du logement, du sport et de la culture. Quel est le véritable coût du tabagisme au Sénégal? C'est l'objet d'une étude que le CRES, Consortium pour la recherche économique et sociale, a bientôt lancée. Cette étude, financée par la coopération canadienne, va permettre de définir les niveaux de taxation du tabac pour décourager les consommateurs. Les enquêtes de terrain vont porter sur une quinzaine d'hôpitaux de Dakar et des régions. Oumar Diawa. Dans la lutte contre le tabac, le CRES monte au créneau. Le Consortium pour la recherche économique et sociale entend mener une enquête qui permettra de connaître avec précision le coût sanitaire du tabagisme. Une recherche pour évaluer les dépenses faites par les malades, par les hôpitaux, donc l'État, mais aussi les coûts de ces maladies liées au tabagisme. Pour l'heure, ce que l'on sait, c'est que quelques 6 millions de personnes perdent la vie chaque année, directement ou indirectement, de causes liées au tabac. 80% de ces morts, on les trouve dans les pays en développement. L'objectif général de l'étude envisagée par le CRES est de raviver la volonté politique grâce à des évidences scientifiques. Beaucoup de représentants de structures hospitalières ont pris part à cette rencontre d'information. L'enquête va porter sur 15 hôpitaux de la région de Dakar et des autres régions. Nous pensons que nous aurons un échantillon assez représentatif à l'échelle nationale. Le CRDI du Canada est le principal bailleur de l'étude. Dans une première phase, l'institution avait permis de faire l'état des lieux en Afrique de l'Ouest. Cette deuxième phase vise à approfondir les connaissances nationales pour aller un peu plus loin dans la mise en œuvre et l'adoption de politiques contre le tabagisme au niveau de la région. Une fois l'étude achevée, les chercheurs pourront définir un modèle adapté de taxation et de hausse des prix. Nous avons besoin de connaître les coûts pour fixer les niveaux optimaux de taxation. C'est le moyen le plus éprouvé de décourager les consommateurs. D'ici 2050, un jeune sur 3 au monde va vivre en Afrique subsaharienne. Alors, comment cette partie du continent devra-t-elle capter son dividende démographique? Le Sénégal s'est lancé dans cette dynamique. L'État a par exemple mis 45 milliards dans la formation professionnelle pour l'employabilité des jeunes. De nombreux pays de la sous-région s'y sont également mis afin d'asseoir une politique économique qui prend en compte cette notion. On en parle dans la rubrique économie du jeudi avec Daraba. Le dividende démographique est la croissance économique pouvant résulter des changements dans la structure de la population d'un pays. Pour capter ce dividende, il faut un profil pays établi par l'approche des comptes nationaux de transfert. On calcule ce qu'on appelle le ratio de soutien. C'est-à-dire vous regardez combien de personnes travaillent pour supporter combien de personnes dans un ménage, par exemple. Donc si je suis dans un ménage de 5 personnes, où c'est le chef de ménage seul qui travaille, donc ça fait un ratio de 1 sur 5, parce que lui-même il se prend en charge.
donc il est au dénominateur. Mais il n'y a qu'un seul travailleur, il y a 5 consommateurs. C'est ça principalement le ratio. Et ce phénomène au niveau microéconomique, donc on va le projeter au niveau national. Voir combien de gens travaillent effectivement pour supporter combien de personnes. Et ce qui est important, le dividende, c'est lorsqu'une économie crée plus de travailleurs ou de producteurs que de consommateurs. La méthode NTA, vieille d'une vingtaine d'années, dont les leaders sont aux États-Unis, a un pôle en Afrique. Il est représenté par le Centre de recherche en économie et finances appliquées de Thiès. Les experts du réseau, forts d'une 60aine de pays, apprécient la méthode, même soumise à des comparaisons, comme c'est le cas au Bénin. La méthodologie NTA est assez robuste, n'est-ce pas, pour l'évaluation des profils, parce que les profils du dividende démographique sont les mêmes et on a constaté que ce que nous appelons dans le langage l'ouverture de la fenêtre d'opportunité, n'est-ce pas, est la même qu'on utilise les données de 2007 que les données de 2011. La conséquence de cela, c'est comment capitaliser le dividende. En d'autres termes, comment concrétiser ces opportunités en termes de croissance économique, surtout dans un continent où va vivre le quart de la population mondiale d'ici 2050. Dans la zone Afrique de l'Ouest, le Nigeria, suivant ses projections de l'Institut français d'études démographiques, va dépasser les États-Unis avec une population de plus de 440 millions d'habitants. Les prévisions de la Banque mondiale nous dit que d'ici 2050 c'est dans peu de temps, d'ici 2050, on pense qu'un jeune sur 3 au monde sera en Afrique subsaharienne. C'est vraiment là que sera la jeunesse mondiale, elle sera en Afrique subsaharienne. Donc c'est bien sûr, c'est une opportunité. On peut se dire que c'est eux qui vont booster, c'est eux qui vont être créatifs, c'est eux qui vont sortir les pays du sous-développement. Néanmoins, c'est pas gagné. Un défi que le Sénégal s'est engagé à relever à travers le plan Sénégal émergent qui a intégré la capture du dividende démographique. Nous travaillons sur 2 axes. Du côté de la demande, c'est la transformation structurelle, l'axe 1 du PSE. C'est comment faire pour doper le processus de création de richesses et de valeur ajoutée dans notre pays, c'est les capacités productives. Le deuxième axe, c'est le supply side, le côté offre. Le côté offre, c'est ce qui est relatif au capital humain. C'est 45 milliards que nous mettons aujourd'hui dans le vocational training, la formation professionnelle, parce que nous nous rendons compte qu'il y a aujourd'hui à travailler davantage à l'employabilité des jeunes. On peut avoir jusqu'à 1% de croissance de PIB par tête. Et ça, c'est énorme déjà, par an. Donc, vous savez que la croissance est composée. Donc, ça, c'est énorme en termes de potentiel. C'est-à-dire que même si on arrive à réaliser notre dividende, l'émergence ne sera pas pour 2035. Ça peut être avant. Voilà, si vraiment on arrive à utiliser ce potentiel. L'exemple du Sénégal a servi de modèle à la Mauritanie, dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée. Si on agit sur la politique éducative, si on agit sur des politiques économiques, si on agit sur les questions de la santé et de la reproduction, on pourrait espérer multiplier par 4 notre PIB par tête d'habitant, qui est aujourd'hui de l'ordre de $1 300, donc on peut espérer de multiplier par 4 pour passer à quelque chose d'un peu moins de $6 000 de PIB par tête d'habitant à l'horizon 2030, qui est l'horizon de la stratégie. La Côte d'Ivoire, après une consultation nationale, est dans l'élaboration d'une stratégie. Quand la fenêtre est ouverte, il faut un minimum de 50 ans. Donc 27 ans de perdu, il nous reste pratiquement 23 ans. Donc si les 23 prochaines années, beaucoup d'actions vont être menées pour que la Côte d'Ivoire puisse vraiment tirer parti du dividende démographique. Le dividende démographique est subdivisé en 2, celui de la jeunesse et le dividende de vieillissement. Mais agir sur le dividende de jeunesse est plus bénéfique car les politiques issues de ce dividende peuvent assurer aux populations un bon vieillissement. L'actualité dans le monde nous conduit en France et en Centrafrique, mais nous débutons par la RDC. Une avalanche de réactions au niveau international est notée après la mort de l'opposant Étienne Tshisekedi Luiz-Bitsa. Et c'est le grand vide pour l'opposition en République démocratique du Congo après la mort d'Étienne Tshisekedi. Des réactions fusent d'un peu partout dans le monde. Les premiers à réagir sont les autorités belges
Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères de la Belgique, salue la mémoire d'une figure politique marquante de la RDC. Dans le même ordre d'idées, Jean-Marc Ayrault a souligné que l'opposant congolais a lutté toute sa vie pour la démocratie et la liberté. Tristesse et désolation aussi du côté de l'Union africaine qui se dit très touchée et présente ses condoléances au peuple congolais. La situation est particulièrement tendue dans le centre et l'est de la Centrafrique. Depuis plusieurs semaines, des combats violents opposent l'Union pour la paix en Centrafrique à une coalition Front populaire pour la Renaissance. La MINUSCA procède à un redéploiement de ses troupes et craint une offensive de la coalition sur la localité de Bambari. Le dispositif a été renforcé pour protéger les populations. En France, une enquête a été ouverte par le parquet national financé dans le cadre de l'affaire Fillon pour des faits de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ses biens. François Fillon a reconnu avoir embauché son épouse comme assistante parlementaire, mais assure que ce travail était réel. Si la justice parvenait à prouver l'inverse, il pourrait être trop tard. CAN 2017, le Cameroun s'est qualifié ce soir en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions indomptables ont dominé les Black Stars du Ghana en demi-finale, 2-0 à Franceville. Retour sur les temps forts d'une affiche palpitante avec Ibrahim Mboupa. Les Lions indomptables du Cameroun retrouvent l'Égypte pour le bouquet final de la CAN 2017, un remake de la Coupe d'Afrique 2008. Les Black Stars du Ghana sont groggy et KO debout. À vrai dire, les Camerounais sont bien entrés dans la partie avec cette tentative de Ndip També captée par Brahima. Ils auraient même pu bénéficier d'un penalty sur cette action, mais l'arbitre gambien Papa Bakary Gassama n'a pas branché. Les Lions indomptables reviennent à la charge sur une montée de Collins Faye dont le centre est sorti par le gardien des Black Stars. Le Ghana n'a eu qu'une occasion franche en première période. Belle ouverture d'Atsou, Jordan Ayew croise trop son tir. En début de seconde période, les Ghanéens reviennent avec de meilleures intentions. Sur coup franc, Moubarak Wakaso enroule parfaitement. L'envolée de Fabrice Ondoa est magnifique. 71e minute, une autre phase arrêtée. Moukanjo trouve Michel Ngade au second poteau qui fait trembler les filets. Manque de communication manifeste entre John Boy et Razak Brahima. Erreur fatale, punition immédiate. 2 minutes après le but camerounais, Jordan Ayew rate la balle de l'égalisation. Dans le temps additionnel, contre-attaque éclair des Camerounais, une action conclue par Christian Bassogog. La messe est dite, le Cameroun est en finale. Je rappelle que juste après ce journal qui est à présent terminé, vous pourrez suivre une page spéciale consacrée à la grande rentrée citoyenne présidée par le président de la République. Ce sera après le journal en Wolof qui suit justement après ce générique. Merci à tous de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Sans détour, le ministre des Affaires étrangères partage avec la presse les résultats de la 28e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Les questions ont notamment porté sur l'insuccès de la candidature d'Abdoulaye Bathily à la présidence de la commission de l'UA. Ça n'a strictement rien à voir avec un isolement diplomatique au Sénégal. Et nous regrettons que la solidarité régionale n'ait pas fonctionné. Et on le regrette. Et le Sénégal en tirera toutes les conclusions. Regardez le premier tour, les résultats du premier tour de l'élection. La candidate du Kenya a eu 16 voix au premier tour. Le candidat du Tchad, 14 voix. Et le candidat du Sénégal, 10 voix. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si la CEDEAO avait voté comme c'était retenu, le Sénégal se serait placé deuxième avec 15 voix après le Kenya qui a 16 voix. Toujours de l'avis du ministre des Affaires étrangères, cela n'entache en rien le succès de la diplomatie sénégalaise
dans bien des domaines. Nous continuerons en tant que pays à avoir des ambitions africaines. Parce que c'est la première fois que le Sénégal se positionnait pour diriger l'Afrique à travers la Commission. Nous avons des ambitions fortes en tant que petit pays. Nous sommes présents partout à travers le monde comme un pays respecté. Aux Nations Unies, où nous sommes au Conseil de sécurité, où nous faisons un excellent travail apprécié de tous. Un pays isolé diplomatiquement ne peut pas en 48 heures mobiliser la communauté ouest-africaine, mobiliser la communauté africaine, mobiliser la communauté internationale contre Yahya Jammeh. En 48 heures, nous avons pu mobiliser la CEDEAO, mobiliser l'Union africaine, mobiliser les Nations Unies et le Conseil de sécurité et obtenir une résolution votée à l'unanimité par le Conseil. L'autre point soulevé au cours de ce point de presse, c'est le retour du Maroc au sein de l'organisation régionale. Le Sénégal s'en félicite. 39 États membres ont dit oui au retour du Maroc. 39. Donc plus que les États qui reconnaissent la race. 13 ont répondu en posant des questions. En posant des questions et en sollicitant des avis juridiques. 13. Donc l'écrasante majorité. Formés pour les emplois décents. Un nouveau cadre de vie parsemé d'infrastructures socio-économiques de base. C'est l'ambition du gouvernement pour la banlieue dakaroise. Diène Farbassar l'a réaffirmé au cours d'une visite sur les sites retenus par l'État. Ousmane Doye. Le plan Sénégal émergent, c'est d'abord un Sénégal meilleur, mais aussi une banlieue en phase avec la modernité. Là, il faut démolir, il faut remettre tout en place pour créer un avenir radieux et un cadre de vie meilleur. À cela, le ministère chargé du cadre de vie et du renouveau urbain s'attelle. L'objectif du président Macky Sall n'est pas de détruire, mais de reconstruire. Parce que quand on va démolir ces maisons, on va aménager. Et l'aménagement me paraît fondamental. Vous savez que nous avons un département qui a maintenant démontré ses prouesses en matière d'aménagement, le cadre de vie. Et s'il plaît à Dieu, je pense que quand l'opération serait terminée, on va aménager ces endroits pour donner une vue beaucoup plus agréable, prometteuse aux populations qui sont concernées. Les populations témoins de cette grande initiative visant à améliorer leur cadre de vie se félicitent de la dynamique. Le maire de la ville, les délégués du quartier, tous ensemble disent merci au président de la République Macky Sall à travers son ministre du Renouveau urbain, Diène Farbassar. Nous magnifions ce geste assez remarquable que le ministère du Renouveau urbain vient de poser aujourd'hui ici dans la banlieue. C'est la commune de Yeumbeul Sud et de Yeumbeul Nord. J'ai l'habitude de dire que c'est les communes jumelles de Yeumbeul Sud et de Yeumbeul Nord. Souvent le mur n'existe pas, c'est une commune et une seule. Donc à la place du maire Baragaï, je suis bien placé pour apprécier à sa juste valeur ce que le gouvernement du Sénégal, à travers le ministre du Renouveau urbain, vient de faire ici dans la banlieue. Quand on a un cadre de vie assaini, un cadre de vie agréable de ce point de vue, je pense que s'il y a des bénéficiaires, c'est nous. Donc nous comptons vraiment constituer le relais par rapport à l'État, parce que nous sommes un démembrement de l'État quand même, pour veiller à ce que les sites dégagés soient utilisés à des fins communautaires, à des fins collectives et pas individuelles. Donc de ce point de vue, je pense que nous sommes très conscients de cela, mais aussi cette assiette foncière doit nous permettre de réaliser un certain nombre d'infrastructures parce que Yeumbeul en manque énormément. Vraiment, c'est un soulagement pour nous. Parce que la CMU, enrôlement aujourd'hui, objectif 2017, 60% de nos compatriotes doivent être enrôlés. Nous sommes aujourd'hui à un peu autour de 47%. Que tout le monde puisse bénéficier d'une couverture médicale universelle. Parce que pour aller prétendre à un travail aussi, il faut être en bonne santé. Et toujours dans le sens de l'équilibre, l'inclusion sociale, l'émergence inclusive, autant on s'occupe des 8 millions de Dakarois qui sont attendus en 2035, parce qu'en 2035, le Sénégal comptera, selon les projections de ECOSOC, les Nations Unies, nous serons 25,6 millions de Sénégalais, dont le tiers dans la petite presqu'île du Cap-Vert. Autant le chef de l'État s'occupe de la mobilité urbaine dans la région de Dakar. Pourquoi le TR? Parce que quand nous serons 8 millions,
pour quitter Khourounar et aller au building administratif, il faudra 3 heures. Pourquoi il dit, et 2035, quand on en parle, on pense que c'est du rêve. C'est dans 18 ans. Et il le rappelait ce matin, il y a 18 ans, on était en 1999. C'est hier, c'est avant-hier. C'est pas loin. Il y a 18 ans, c'était en 1999. Donc quand on parle de 2035, c'est le même espace-temps, c'est dans 18 ans. Il le rappelait ce matin. On ne va pas attendre d'être 8 millions dans Dakar pour essayer de nous déplacer. Ce sera pire qu'au Caire ou à Bangkok. C'est pourquoi il a instruit le gouvernement à mettre des systèmes de transport qui vont permettre de faire gare de Dakar-Pikine en 7 minutes. C'était là du Premier ministre lors de l'ouverture de la 16e édition du Forum du Premier Emploi. Notre reporter Amadou Aramtiam promet d'y revenir en détail. Le ministre des Affaires étrangères est revenu cet après-midi sur les résultats de la 21e conférence de sommet de l'Union africaine. Entre autres questions soulevées, l'insuccès de la candidature d'Abdoulaye Bathily, le retour du Maroc au sein de l'UGAR et le financement de l'organisation continentale. Était pour le retour du Maroc. Nous avons défendu naturellement ce retour. Nous étions parmi les États les plus en flèche pour défendre le retour du Maroc au sein de la grande famille africaine. Donc c'est une victoire également importante qu'il convient de saluer. Le financement de l'Union africaine a été aussi largement débattu. Sur ce plan, le ministre des Affaires étrangères précise que l'UA s'engage dans une dynamique d'autonomisation. Les relations entre la Cour pénale internationale et l'Afrique ont également nécessité quelques éclairages lors de ce face-à-face. Mankeur Ndiaye a rappelé que chaque pays s'engage souverainement. Le Sénégal reste sur sa position et respecte celle des autres. Nous revenons sur le 16e forum du premier emploi du mouvement des entreprises du Sénégal avec des jeunes qui ont pu avoir justement du travail grâce à des recommandations du Premier ministre, entre autres, leur demander d'être très engagés dans leurs nouvelles tâches. C'est ce que nous dit Amadou Aramtiam. 2 jeunes parmi la demi-douzaine qui ont trouvé leur premier emploi dans ce forum d'emploi. Du sourire et de l'espoir dans des familles qui voient des années de sacrifice couronnées grâce à l'entregent du Premier ministre. Je suis étudiante en Master 2 et je suis venue au forum du premier emploi pour pouvoir décrocher un emploi ici, qui se déroule ici au King Fahd Palace. Et grâce au Premier ministre qui nous a confié au DRH qui est à BHS de nous trouver un bon emploi là. Le Premier ministre m'a confié au directeur de Banque de l'Habitat du Sénégal et je peux dire que c'est la chance parce qu'on était assez nombreuses, mais j'étais la seule à être choisie. Depuis 16 ans, ce sont des dizaines de milliers de jeunes Sénégalais qui sont passés par ce forum pour obtenir le premier emploi. Le forum considéré comme un acte citoyen par ses initiateurs. Une rencontre B2B entre recruteurs et demandeurs et dont le thème est aussi une orientation vers de nouvelles opportunités. Ces dizaines de milliers de jeunes sont diplômés dans des secteurs qui sont complètement saturés. Alors qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux métiers, justement, dans le numérique, il y a de nouveaux métiers dans le développement durable, dans l'économie verte, etc. D'où cette thématique de cette année, pour justement les sensibiliser, leur dire que vous pouvez vous recycler. Articulant son discours sur la trajectoire et la vision futuriste du président de la République, consigné dans le plan Sénégal émergent, le Premier ministre qui a passé en revue les politiques mises en œuvre pour l'insertion des jeunes ne s'est pas fixé un terrain pour caser des compétences avérées. Je viens de confier un jeune qui a fait du génie civil. 2 jeunes d'ailleurs. On leur a trouvé une insertion. J'ai dit à mon ami Mbaye Faye, le champion des stades, il faut donner une chance à ce jeune. Et c'était une jeune fille d'ailleurs. Il l'a recrutée tout de suite.
J'ai vu un autre jeune spécialiste en génie civil. Il y avait le kiosque de Jetran qui fait les immeubles à Diamniadio, à l'entrée. J'ai demandé au monsieur de Jetran de donner une chance à ce jeune. Et ce jeune va commencer également à travailler. Donc, pour l'employabilité des jeunes, le gouvernement a engagé des réformes en profondeur. Je m'en vais vous citer 4 mesures qui ont été prises dans ce cadre pour justement accompagner l'effort de création d'emplois par le secteur privé. Premièrement, l'implantation d'un modèle de formation professionnelle duale dans certains secteurs, notamment l'hôtellerie. La mise en œuvre de formations qualifiantes de courte durée, que j'évoquais tout à l'heure, assortie d'un diplôme de certificat de spécialité. Le troisième point, c'est le déploiement de l'apprentissage traditionnel rénové en lien avec les chambres de métiers, l'artisanat et les maîtres artisans. Enfin, la mise en œuvre d'une approche sectorielle de la formation à travers la construction, l'équipement et la délégation de gestion à des associations de branches professionnelles. Dans un contexte économique caractérisé par un environnement hyper concurrentiel, l'enjeu du rapprochement de l'offre à la demande passe par l'engagement de tous les acteurs ayant à l'esprit l'avenir d'une jeunesse bien formée.